Au Sénégal, un navire du nom le Joola assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor. Construit en 1990 par les Allemands, il était pour le Sénégal le moyen de communication entre le sud et le nord. Mais le 26 septembre l'an 2002, il effectua son dernier voyage. Un naufrage fit son sort. De toutes les catastrophes maritimes, il constitue un record. Quitta la Casa pour Dakar, la capitale. Il est des peines que le temps apaise, sans jamais les effacer. C'est la réalité à laquelle Léandre Coly fait face depuis 23 ans. Miraculé de la vie, il fait partie des 64 rescapés du plus grand drame maritime civil de l'histoire, le Joola. Un ferry ayant sombré à environ 40 km des côtes gambiennes le 26 septembre 2002. Revenir sur le naufrage est toujours quelque chose de très difficile, mais aussi utile. Difficile parce que ça nous replonge dans ce qui s'est passé il y a 23 ans. Ça nous replonge dans toutes ces images de personnes qui partaient sans pour autant le vouloir. Ça nous replonge dans ces cris de détresse. Ce mastodonte de 76,5 mètres de longueur et 12,5 mètres de largeur permettait de relier la Casamance au reste du Sénégal tout en évitant de transiter par la Gambie. Au-delà de fluidifier les échanges commerciaux, ce navire était aussi réputé pour l'ambiance en son sein, une caractéristique qui a marqué le professeur Djiby Diakhaté. Le sociologue a emprunté ce navire à plusieurs reprises pour animer des séminaires ou des ateliers à Ziguinchor. Et moi, je l'empruntais personnellement parce qu'il y avait de la vie à l'intérieur du bateau. Il y avait des rencontres, il y avait des échanges. Et vous avez l'impression d'être dans une sorte d'espace communautaire où les différents acteurs sont en interaction. Donc, on ne se sentait pas seul, on ne sentait pas la pesanteur du voyage. En ce 26 septembre 2002, aux environs de 23 h, Léandre Coly profite du spectacle offert par l'orchestre du navire en sirotant un verre au bar. Ce moment va être perturbé par une entrée soudaine et massive de passagers venus se réfugier d'une forte pluie. Devant ces agitations, Léandre reste calme, rassuré par un sentiment de déjà vécu. Le 10 septembre 2002, il était à bord du Joola pour le voyage inaugural après un arrêt de plus d'1 an pour réparation. Accompagné des ministres des Forces armées et celui de l'équipement et des transports, ce périple en mer montrait déjà des signes inquiétants. Il y a eu des problèmes en pleine nuit et il y a eu beaucoup de blessés. Et ce jour-là, le bateau aurait pu couler. Quelle en était la cause? Est-ce les conditions climatiques? Est-ce des problèmes techniques? Dieu seul sait. Mais il y avait une alerte. Mais cette fois-ci, la donne sera différente en raison des conditions météorologiques extrêmes. Selon des données de la commission d'enquête technique sur les causes du naufrage du Joola, la pluie diluvienne qui s'abattait au moment des faits était accompagnée d'un vent de force 6 à 7, soit une vitesse comprise entre 45 et 55 km/h. Quand le bateau a commencé à tanguer dangereusement, j'ai repensé au voyage inaugural, à ce qui s'était passé. Et j'étais un peu rassuré en me disant que le bateau allait encore continuer comme à l'aller. Juste avant que le drame ne survienne, il avait commencé à pleuvoir. Alors tout ce qui était au dehors revenait à l'intérieur, soit au niveau du restaurant ou ailleurs. Et moi, quand j'ai vu beaucoup de gens entrer dans le restaurant où j'étais et où l'orchestre jouait, alors j'ai demandé, on m'a dit qu'il pleut. J'avais un collègue, un ami, qui m'avait relevé à Tambacounda où je servais avant cela. Donc quand il est venu, il est resté debout à côté de moi. Il s'appelle Bakary Bodian. Et à un moment donné, on a senti le bateau commencer à s'incliner. Alors les gens commençaient à glisser. On s'attendait à ce que cela, qu'ils reprennent la position initiale, mais non, l'inclinaison continuait, persistait. Alors les gens commençaient à glisser, l'orchestre, les musiciens, les tables, les matériels, les personnes. Alors j'ai eu un sursaut instinctif. Comme je n'étais pas loin du bar,
j'ai sursauté pour m'agripper au niveau du comptoir. Le Joola, ce transbordeur d'eau côtière à fond plat, était occupé par près de 2000 passagers à main plat, alors qu'il était construit pour transporter 552 passagers en capacité maximale. Il était chargé plus de 3 fois le nombre normal. Arrivé à 40 km au large des côtes gambiennes, l'Odyssée bascula dans l'horreur. Au cours d'un violent orage habituel pendant l'hivernage, environ 23 heures survint le malheur. Bateau le Joola sombra dans la terreur. Les passagers tentèrent d'échapper au bourrasque. Ce fut un effet mêlé involontaire à une bousculade. À bord du navire, ils se précipitèrent à bâbord, créant le déséquilibre contre le tribord. Le Joola se pencha d'un côté d'abord. En plus des hommes, femmes et enfants, les véhicules et les marchandises de la soute causèrent l'excès de poids trop fort. Le chargement aberrant, l'effet du vent inclinant, le cargo s'éleva. N'est pas revenu à sa position normale. Il se renversa. L'eau s'engouffre par les hublots inférieurs du navire, pouvant plus tenir, le Joola chavire. Prenant au piège de ses parois métalliques, la majorité de ses occupants qui paniquent. Les canaux sanglés ne s'ouvrant pas automatiques, la fâcheuse maritime tient son nouveau Titanic. Résigné à affronter la mort, un espoir surgit soudain. Dans ses débattements, il agrippe la chaussure d'un autre passager qui se volatilise en un instant. Une disparition qui va interroger Léandre, qui se met à scruter les alentours. Il se rend compte que l'eau pénètre dans la salle à travers un hublot cassé. Il joue le tout pour le tout et emprunte ce passage qui l'entaille le corps. Une prise de risque qui s'est avérée payante. L'homme rejoint la surface. Je prends un bon bol d'air, j'ai respiré, j'ai regardé derrière moi dans le noir, j'ai vu la coque du bateau. Je me suis dit, Léandre, tu es sorti. Il pleuvait, les vagues, il y avait de grandes vagues, il y avait les tonnerres, les éclairs. Mon premier réflexe a été de m'éloigner de ces environs. Parce que je me disais que l'eau pouvait bouger et m'attirer, quoi. Une nouvelle épreuve l'attend. Léandre se débarrasse de ses vêtements pour alléger son corps. Après avoir parcouru plusieurs mètres à la nage sans voir le moindre signe de vie, il prend la décision de s'arrêter afin de ne pas s'épuiser physiquement. Une solitude pesante qui va le pousser une nouvelle fois à accepter la mort en se laissant couler dans les profondeurs de l'océan. Peut-être jusqu'à quelques secondes de la fin, mais il y avait une force qui entrait en moi et qui me permettait de me battre encore. Et c'est comme ça que j'ai fait des efforts pour remonter vers la surface. Et à la sortie de la tête, je prends encore un bon bol d'air. Alors, c'était un monologue. Léandre, continue à te battre. Léandre, continue à te battre. Seul au milieu des vagues agitées par cette violente pluie et ayant pour seule source de lumière des éclairs, Léandre est confronté à 3 autres reprises à son duel face à la faucheuse. Il s'en sort à chaque fois victorieux. Au bout d'un moment, l'homme entend des voix au loin qu'il décide de pister. J'ai commencé à prendre une direction, à nager, jusqu'à trouver un groupe qui était agrippé autour d'un canoë qui ne s'était pas ouvert. Donc, quand ce n'est pas ouvert, ils ont une forme rectangulaire, circulaire, comme une barrique, donc qui flottait. Les gens étaient autour. Alors, je les ai rejoints, mais il n'y avait pas de place où m'agripper. Il y avait quelqu'un à côté qui avait une bouée. Bon, je me suis dit, attendez, je vais m'agripper sur cette bouée. Mais quand, malheureusement, je me suis agrippé à cette bouée, il m'a donné un coup pour enlever ma main. Il a dit, non, laisse-moi bouer. Bon, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de danger. Le fait que je pose ma main, mais il était un peu traumatisé, je le comprends. Il était traumatisé, il m'a dit, non, ne touche pas. Comme j'étais en position de faiblesse, je n'ai pas insisté. J'ai rejoint le groupe et entre deux gars, j'ai posé ma main. Même entouré, la solitude reste un sentiment tenace au cœur de l'océan. Ils tirent leur énergie de leur volonté de survivre, mais aussi des encouragements qu'ils se donnent les uns aux autres. Une force précieuse mais fragile qui vacille dès que la fatigue physique l'emporte. Parmi nous, il y avait quelqu'un qui
qui ne pouvait plus tenir parce que disant qu'il était malade avant le voyage. Donc il n'avait plus de force. Et il a essayé de s'agripper de tout son corps sur le canoë. Et le canoë nous a tous balancés. On l'a rattrapé encore, mais lui, on ne l'a plus revu. Quelque temps après, il y a un autre qui ne pouvait plus tenir. Et il nous a dit tout simplement adieu. Mais gars, je ne peux plus tenir. Et il s'est laissé enfoncer. Et c'est comme ça qu'il est parti. Après de longues heures d'attente, une silhouette surgit de nulle part, une bouée autour du corps. Elle leur annonce qu'il est possible d'ouvrir le canot de sauvetage auquel ils s'agrippent. Hésitant au début, les rescapés finissent par accepter cette option qui se révèle salvatrice. Grâce à des manœuvres sous-marines menées par Léandre et un jeune homme, l'embarcation prend forme et est occupée dans la minute qui suit. 2 autres personnes viennent rapidement les rejoindre. À l'intérieur du radeau de survie, ils découvrent un trousseau de secours contenant bonbons, torches, sifflets et fusées de détresse. Avec cette dernière, ils illuminent le ciel en espérant attirer l'attention des secours. J'ai entendu un bruit de moteur. Alors j'ai interpellé le jeune avec qui je plongeais pour lui demander est-ce que ça, ce n'est pas un bruit de moteur? Et il écoute et me dit effectivement. Donc il prend la torche, moi le sifflet ou vice-versa, je ne me rappelle plus exactement. Et on faisait des signaux. On faisait des signaux jusqu'à le bruit du moteur se rapprochait, jusqu'à voir une pirogue, une telle pirogue comme ça, avec 4 pêcheurs peut-être à l'intérieur. Alors quand ils sont arrivés, nous voyant dans le canoë, ils nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure ?» Quelle heure faisait-il? 3h, 4h du matin? Aucune idée. On leur a expliqué qu'on était dans le bateau Le Joola qui s'est renversé. Ils disent comment renversé? Coulé ou renversé? On leur a dit il s'est renversé en moins de 10 minutes peut-être. Ils nous ont dit, vous voyez, parce qu'au large, il y avait des lueurs. Ils nous ont expliqué que c'était des chalutiers et qu'il fallait qu'ils aillent les alerter. Seul un radeau de sauvetage a pu être déplié. Recueillant seulement 25 personnes, il ne reste plus qu'à prier. Tandis que 22 autres réussirent à grimper sur le coq du navire, la situation devint pire. Face à l'attente qui se prolonge, les rescapés décident d'agir à nouveau. Un autre feu de détresse est allumé, une initiative bénéfique effectuée à un moment opportun. Lorsqu'ils ont abordé le premier chalutier, ils leur ont expliqué le drame et qu'il y avait des rescapés là-bas. Mais les gens ne les croyaient pas, croyant que c'était des pirates. Parce qu'il paraît-il que les chalutiers sont souvent victimes de pirates. Alors c'est à ce moment qu'on a allumé que le troisième fumigène est parti vers le ciel. Alors ils leur ont dit c'est eux qui allument comme ça les... C'est comme ça que l'équipage du chalutier a compris la gravité pour ensuite revenir. Donc les chalutiers venaient déjà, d'autres pirogues commençaient à venir, des corps commençaient à sortir. Et les chalutiers nous ont pris à partir de l'embarcation où nous étions pour monter dans la pirogue. Et de là, on nous a fait monter sur les chalutiers. Les piroguiers récupéraient des corps et nous les donnaient. Et on les étalait quelque part au niveau du chalutier. Après, ils avaient mis de la glace, ils avaient pris des pagnes pour les couvrir. C'était des moments très difficiles aussi de voir certains traumatismes sur leur visage, de voir ce que les poissons ont fait. C'était des images pas très belles à voir. Pendant ce temps sur la terre ferme, la nouvelle de ce drame est annoncée par la presse locale sans réelle certitude. J'ai appris la nouvelle du naufrage à travers les informations de la radio. Le matin, quand je me lève, en son temps, j'écoutais essentiellement la radio parce que l'Internet n'était pas aussi développé que ça. Donc c'est à travers la radio qu'on écoutait les informations du matin et on écoutait plusieurs radios. Donc vous tombez sur une radio locale qui vous parle au conditionnel d'un naufrage qui se serait fait au niveau de l'océan.
vous écoutez la radio internationale, mais c'est aussi le conditionnel qui est utilisé. Vous dites que de toute façon, il y a une information qui est en train d'être distillée, mais qui attend d'être confirmée. À Ziguinchor, lieu de départ du navire, la consternation envahit les familles. Malgré son jeune âge au moment des faits, les souvenirs de cette journée sombre restent gravés dans la mémoire de Samsidine Haïdara. L'image qui s'impose le plus, c'est les moments après le naufrage, les moments douloureux en famille ou avec les parents et autres. Tout le monde était abattu en larmes et c'était quand même à la suite de 3 mois de vacances superbes. C'était une fin qui était très marquante pour l'enfant que j'étais à l'époque. On avait rassemblé tous les enfants chez une voisine parce que le matin, lorsque les premiers échos sont venus, on a voulu nous isoler un peu, mais quand même on entendait ce qui se passait. On ne comprenait pas tout, mais on savait que quelque chose de terrible s'était produit. Je suis sortie, je suis allée au port parce qu'on n'était pas loin du port. Donc j'ai passé du temps là-bas sans surveillance, sans que personne ne le sache. Et je ne sais pas ce que j'espérais y trouver. 11 de ses proches ont perdu la vie dans ce naufrage. Une catastrophe dont il aurait pu être victime. Préparant la rentrée des classes, ses frères et sœurs décédés avaient pris le Joola pour regagner Dakar. Samsidine aurait dû faire partie du lot, mais à la dernière minute, sa grand-mère décide qu'il rejoindra la capitale par voie terrestre. Depuis cette tragédie, il se bat pour la mémoire des plus de 2000 âmes officiellement disparues à travers le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée Le Joola. Pour cette 23e commémoration, le thème retenu par le comité met l'accent sur la réouverture du dossier. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise que j'ai perdu mes frères et sœurs. D'autres ont perdu leurs parents, leurs enfants, mais c'est de la faute à personne. Oui, on est tous croyants, oui, on est tous musulmans, mais en fin du compte, avant de rendre compte à Dieu, on doit se rendre compte également aux hommes. Donc ici sur terre, moi, cette douleur, je l'ai transformée pour rendre hommage à mes frères et sœurs disparus, mais pour rendre hommage à toutes les victimes du naufrage du bateau Le Joola. L'incivisme, service en criminel et au-delà vie, il y a différentes ethnies, il y a des milliers d'individus, de nationalités confondues. Les premiers sur le lieu du drame furent des pêcheurs qui passaient. Ils donnaient l'alerte et recueillir les premiers rescapés. Au port de Dakar, on attendait tous l'arrivée du Joola, mais malheureusement, il s'agissait bien plus qu'un simple retard. Notre ferry a péri. Les morts se comptaient par centaines, puis par milliers. Seuls 64 passagers ont survécu cicatriciels, dont 1953 morts selon le bilan officiel. Seulement 600 corps ont été retrouvés, le reste perdu dans la mer. Tous les cœurs sont blessés. Principalement, c'est des proches et des orphelins que la catastrophe a laissés. Ainsi réclamèrent éclaircissement et justice pendant des années sur ce voyage mortel. En 2003, la justice sénégalaise classe l'affaire en désignant le commandant disparu comme l'unique responsable. Un verdict bien loin de satisfaire les familles des victimes et les rescapés, d'autant plus que certains rapports ont clairement situé les responsabilités de cette catastrophe. Parmi les nombreuses incohérences notées, la surcharge est sans doute l'une des plus importantes. Prévu initialement pour transporter 536 passagers, le Joola s'est retrouvé avec près de 2000 personnes. Selon le rapport de la commission d'enquête technique présidée par le professeur Seydou Madanissi, les marchandises transportées dans le navire étaient évaluées à 25 tonnes et les véhicules étaient estimés à 30 tonnes. La conclusion partielle notera par ailleurs l'insouciance de l'équipage concernant le poids et le nombre de passagers autorisés, ainsi que la place des marchandises qui n'étaient pas toujours disposées dans les racks conçus pour les retenir. Toujours d'après le rapport, le navire n'aurait jamais dû effectuer les rotations comprises entre le 10 et le 26 septembre 2002 parce qu'il ne répondait à aucune des normes de sécurité prescrites en matière de navigabilité. En plus des conditions météorologiques, c'est autant de facteurs qui auraient vraisemblablement favorisé l'inclinaison du Joola à bâbord avant le naufrage. Mais on s'est rendu compte avec le bateau Le Joola qu'il y a une sorte de subversion de ces valeurs-là, qu'aujourd'hui, la logique de l'avoir est en train de l'emporter sur la logique de l'être. Que ceux qui ont sont, ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent, et ceux à qui on donne se subordonnent. Finalement, si vous voulez qu'on va avoir des passe-droits,
des gens qui vont avoir la possibilité d'accéder parce qu'ils ont de l'argent, et alors que le nombre de places à occuper a été dépassé. Donc c'est une des fragilités de notre société. Et puis après, on s'est rendu compte quelque part que le bateau a roulé pendant longtemps avec un seul moteur. Mais ça aussi, ça signifie que est-ce que nous mettons l'accent sur la responsabilité technique de ceux-là qui travaillent dans des structures bien données. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de légèreté dans notre façon de travailler. Et ça signifie que nous prenons beaucoup de marge de liberté dans notre façon de travailler. Et on attend souvent que des catastrophes se produisent pour commencer à situer des responsabilités. Or, car c'est urgent, c'est tard, dit-il. La lenteur des secours est aussi pointée du doigt. Comment se fait-il que dans un pays comme le Sénégal, avec une armée aussi professionnelle, qu'un bateau comme le Joola se renverse en pleine nuit à 23h et que jusqu'au lendemain, à 18h, il n'y a eu aucun secours officiel. Je dis bien aucun secours officiel. Tous ces rescapés qui sont là, paix à ceux qui sont aussi partis entre-temps, se sont battus toute une nuit dans l'océan. Aucun secours officiel. Parce que moi, Dieu a fait que le chalutier où j'étais, jusqu'au lendemain, aux environs de 16h, on était dans les environs. Une attente de secours interminable, toujours pas l'arrivée des équipes de la surveillance de la Marine nationale. Alors arriva ce jeudi, l'une des pires tragédies. L'autre point de revendication des familles des victimes concerne le renflouement du bateau. Depuis ce drame, ils se battent pour sortir l'épave de ce cimetière marin. Une volonté à chaque fois freinée par les différents régimes, mais l'espoir demeure. Concernant le renflouement, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées à l'époque, plusieurs soutiens. Même les familles de victimes, à un moment donné, lorsque l'État parlait de budget, on avait trouvé donc des appuis avec certaines ambassades étrangères et certains partenaires. Et on avait demandé à l'État de nous donner l'autorisation. Donc si c'était une question de budget, ça aurait été fait depuis longtemps. Mon ami dont j'ai parlé tout à l'heure, Bakary Bodian, avec qui j'étais au moment du drame, après un peu plus d'un mois, je rêvais de lui. Je rêvais de lui. Et je ne comprenais pas. Mais Bodian, qu'est-ce qu'il y a Bodian. Alors, je me suis dit que je pense qu'il faudrait que... C'est comme s'il m'envoyait en mission, que j'aille voir sa femme qui est à Tambacounda. Je me lève et puis je prépare mon voyage. J'arrive à la maison et quand la dame m'a vu, bon, vous pouvez imaginer l'émotion qu'il y avait. Mais après tous les pleurs et autres, elle m'a dit, Léandre, on m'a dit que le corps de Bodian était sorti. Je lui ai dit, non. J'étais avec lui au moment du naufrage. Et je sais qu'il est resté là où on était, au niveau du restaurant. Donc son corps n'a pas pu sortir. Et c'est depuis lors, au retour, que je n'ai plus rêvé de Bakary Bodian. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne au Sénégal qui puisse trouver normal de laisser ses parents ou bien ses proches sans pour autant l'enterrer. Donc c'est un cri douloureux que beaucoup de familles poussent depuis tant d'années pour dire que nous aussi, nos proches, méritent une sépulture correcte. En 2003, l'affaire est passée devant les tribunaux. Le commandant du bateau disparu dans le naufrage est reconnu le seul responsable du drame. L'affaire est classée. L'affaire est classée. Face à une tragédie de cette dimension, la logique aurait voulu que plus jamais le Sénégal ne revive un tel drame. Pourtant, 23 ans plus tard, beaucoup constatent que les leçons du Joola n'ont pas été retenues. Je crois que le bateau de Joola doit nous enseigner aussi comme leçon que nous sommes obligés d'être ensemble. Parce que dans ce bateau, finalement, au fond, on se rend compte que chaque famille est plus ou moins touchée. Qu'on peut être différent, qu'on peut avoir des rivalités, mais nous avons une communauté de destin. Et cela est excessivement important. Nous rappeler, comme le dit notre devise, que nous avons un peuple, un but et une foi. Et le peuple du bateau le Joola, c'est le peuple sénégalais en miniature. Donc, c'est une destinée partagée, mais aussi des responsabilités partagées, une réflexion partagée pour en tirer les meilleures leçons et faire en sorte que les plus jeunes se rappellent cette affaire et qu'ils se disent que nos devanciers ont posé des actes qui ont conduit à un naufrage.
nous serons un peu plus éclairés parce que nous allons tirer les leçons de cette affaire et nous posons des actes qui vont nous écarter, qui vont nous éloigner d'un tel type de chemin. Mais malheureusement, je crois que ce travail n'est pas fait. Il y a une situation d'amnésie, il y a une situation d'oubli. Comme disent les Arabes, ce qui fait la différence entre le désert et le jardin, ce n'est pas l'eau, mais c'est l'homme. Pour que le naufrage du bateau le Joola serve de leçon, il faudrait que son souvenir soit profondément ancré dans les mémoires. Un combat que mènent depuis des années les familles des victimes et les rescapés, notamment à travers la commémoration annuelle et les activités qui l'accompagnent. Mais malgré ces initiatives, cela reste insuffisant. J'ai eu une émotion très forte. Il y a 1 an, on était allé à une école, un collège. Nous avions rencontré donc des collégiens de 4e, 3e. Et à la suite d'une projection donc, de vidéos sur le Joola, il y en a qui ont fondu en larmes, carrément. Et c'était un moment très touchant. Et il y a une fille qui a posé une question. Elle a dit, on nous apprend beaucoup de choses à l'école, mais on ne nous a jamais parlé du Joola. Afin que le souvenir ne s'éteigne pas, ce drame trouve aussi un écho grâce aux artistes. Parmi elles, celle de Cheikh Mbeng, ambassadeur artistique de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Joola. C'est dans ce cadre qu'il a écrit en 2021 un slam rendant hommage à ce naufrage. Moi, j'ai rêvé d'être dans le naufrage, ce que je n'ai jamais révélé. En écrivant cette chanson, le naufrage du Joola, j'ai rêvé tout le temps d'être dans le naufrage. Un bateau qui fait naufrage, il y avait beaucoup d'enfants disparus. Il y avait des personnes qui essayaient de se sauver. Et moi, je nageais. Et pourtant, je ne sais pas nager comme je nageais dans le rêve. Et par simple coïncidence, je suis tombé sur l'histoire du Joola. Et je suis tombé sur les réseaux, l'histoire du Joola. J'ai lu et ça m'est arrivé directement au rêve que j'ai fait tout le temps. Mais je me suis dit, mais attends, c'est le naufrage. Et comme je suis chanteur, je suis artiste, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait comme si j'étais parmi les victimes. Et jusqu'à présent, ça me touche comme si j'ai toute ma famille qui est restée dans le bateau. On se trouve aujourd'hui à la place du souvenir. Et la place du souvenir où on avait célébré, on avait commémoré, rendu hommage donc aux victimes du naufrage du Joola. Et le président Wade avait dédié cette place-là au Joola. 23 ans après, lorsqu'on vient à la place du souvenir, aucune trace du Joola. On parle du génocide des Rwandais, on parle de grandes figures africaines, on parle d'autres événements, mais la plus grande catastrophe maritime civile du monde qui s'est passée au Sénégal et qui est à l'origine de cette place-là n'y est pas mentionné. Et ça, c'est le reflet du désir des régimes passés d'effacer le Joola de la mémoire collective. Et c'est également quelque chose qui fait mal lorsque je viens dans cette place symbolique pour moi, pour commémorer la disparition de mes frères et sœurs, et que je me rends compte que sur cette même place qu'on leur avait dédiée, leur histoire a été totalement effacée. Ça fait mal et ça conforte encore plus sur la nécessité d'un mémorial musée où en fait le contenu doit être clairement réfléchi en concertation avec les familles de victimes, mais également avec une gestion commune avec ces familles de victimes. Ce souvenir du Joola, c'est important. Et on peut même instaurer l'histoire du Joola dans notre programme scolaire. Parce que les enfants qui apprennent le Joola apprennent aussi l'incivisme qui a causé le Joola. 23 ans plus tard, le nom du Joola reste gravé dans la mémoire de l'océan et de ceux qui se souviennent. Survivants, familles, artistes et voix de conscience persistent dans leur combat pour que cette tragédie ne sombre jamais dans l'oubli. Une lutte que les nouvelles autorités sont appelées à prendre à bras le corps, car la réouverture du dossier de ce naufrage reste aussi une question de justice sociale. L'affaire est classée, mais dans nos mémoires, le Joola restera gravé. Et dans nos prières, nous n'oublierons jamais nos disparus. Le 26 septembre l'an 2002 est arrivé le pire drame maritime de l'histoire, le naufrage du Joola. Les années passent, mais leur souvenir reste vivace.